Il est 13h42 et ma voiture et moi-même sommes en train de nous diriger vers l'étude. Alors que mes pensées dérivent sur un océan de textes de loi ou lettrines savamment stylisées, j'aperçois quelque chose au pied du garde-fou tandis que je traverse le pont. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré le fait que je sois effondré à l'idée de me mettre à nouveau en retard, une irrépressible envie d'aller voir ce que c'est m'oblige à me garer juste après le pont. Alors que je m'approche pour voir de quoi il s'agit, je distingue que c'est un sac à main, recouvert de boue encore humide. J'ai échoué. Il a ouvert la porte, je n'ai rien pu faire, il va finir par sortir, il a compris. Je ne peux pas vivre en sachant que je l'ai laissé faire, je ne veux pas le voir, il me terrorise. La porte est dans le champ, en friche, en haut du chemin de la croix qui mène vers la forêt. Si vous lisez cela, ne vous approchez pas, c'est trop tard. Il va passer la porte, ils vont passer. Je ne sais pas s'il est seul, je ne peux plus vivre, le fleuve va me sauver. Ce sont les mots que je découvre sur la dernière page d'un petit calepin noirci de phrases d'une personne visiblement instable et prête à tout pour refermer la porte. Le sac contient également un portefeuille dans lequel je trouve une carte d'identité au nom de Martha Rollini, née en 1977, ainsi que toutes les affaires qu'une femme peut emporter dans son sac à main. Clés, maquillage. J'en suis là de mes observations lorsque j'aperçois en contrebas une chaussure à talons noirs au bord de l'eau. Je crois que Martha ne rentrera pas chez elle ce soir. Hébété, seul au bord d'un pont tristement banal, je regarde, incrédule, le fil de l'eau se dérouler en emportant avec lui toutes les traces d'une vie précaire et vacillante qui lui fut confiée. Je m'assois quelques instants contre la barrière métallique, tandis que je songe à ce que je viens de lire. J'ai beau essayer de me convaincre que ce n'est peut-être là qu'une farce élaborée à dessein par quelques enfants mal élevés, je n'arrive pas à détacher mes pensées de ces quelques phrases griffonnées à la hâte dans ce sinistre calepin. Tout dans l'écriture laisse à penser qu'une indicible terreur avait réellement envahi jusqu'à la plume de son stylo la personne qui les a écrites. Alors que je relève la tête, j'aperçois une grosse croix en pierre au bord d'un chemin, quelques dizaines de mètres à peine après l'endroit où ma voiture est garée. En haut du chemin, une silhouette humaine se découpe. Grande, sombre, et bien que je ne puisse distinguer son regard à cette distance, le fait de voir qu'il me fixe me glace d'effroi. Je me sens tout à coup oppressé, crispé, comme étreint par une force invisible m'empêchant de me mouvoir. Je reste là, figé, pantin de cire au cœur transpercé par la soudaine fatalité que m'impose la vue de cette horreur. Il y a quelque chose de maléfique dans cette silhouette. Une sorte de malaise m'envahit peu à peu, et à l'étreinte glacée de peur succède l'instinct animal de survie. Je bondis tout à coup, et me mets à courir aussi vite que possible vers ma voiture. Alors que je suis à mi-chemin, je relève les yeux pour voir si le monstre a bougé. Il n'est plus là. Il a disparu. Haletant, les yeux exorbités, je fixe l'endroit où il se tenait encore quelques secondes plus tôt. Puis je m'effondre en travers de la route, dépassé par les émotions que la rencontre m'a procurées. Je me réveille en sursaut, trempé, le regard fou, j'ai l'impression qu'on m'a vidé de toute ma substance. Je me sens désemparé. Comme si quelqu'un ou quelque chose s'était amusé à se délecter de mon âme, de ma joie de vivre, et n'avait laissé derrière lui qu'une enveloppe pleine de troubles et de néant. Sans aucun repère, dans le voile nocturne qui m'entoure, je me débat, vainement, contre les fantômes qui m'étreignent. Alors que mon regard s'habitue peu à peu à l'obscurité, je comprends que je suis dans mon lit, chez moi. Je me souviens alors de ce qui m'est arrivé, le pont, le calepin, cette horrible silhouette, c'est à n'y rien comprendre. Je courais vers ma voiture et je me retrouve dans mon lit et il fait nuit. Je sors de mon lit un peu vite et manque de m'effondrer. Je me retiens de justesse au bord du lit, mais ce que je touche alors n'a absolument pas la texture d'un drap, mais plutôt de la peau. Mon regard se pose alors sur ce qui recouvre mon lit. Saurais-je décrire l'indicible sentiment de dégoût mêlé de terreur qui m'envahit alors que je découvre qu'une peau humaine encore tiède me tient lieu de couvre-lit ? Mais ce n'est pas tout. Je continue à relever la tête, lentement. Alors que mon cœur, qui semblait déjà avoir cessé de battre, continue de se compresser dans ma poitrine, je découvre peu à peu à quel point ce qui me tient lieu de chambre est loin de la paisible pièce dans laquelle je me suis endormi et réveillé des années durant.
La tapisserie est déchirée et arrachée par endroits, et laisse apparaître un mur suintant un épais liquide glaireux, un mur lacéré de multiples traces de griffures, souillé d'un nombre impressionnant d'éclaboussures de sang, et qui semble rongé par endroits par la rouille qui s'étend depuis les tiges de métal composant son armature, apparente par endroits là où le béton semble avoir éclaté à la suite d'un nombre conséquent de chocs répétés et d'une violence incroyable. Immédiatement, de nombreuses gouttes de sueur perlent à mon front et grossissent si vite qu'elles viennent rouler sur mon visage avant de s'écraser lamentablement sur le sol. Exsangue, je titube à reculons, cherchant ma respiration, incapable de comprendre ce qui m'arrive. Au moment même où une goutte de sueur tombe dans mon œil, me faisant instinctivement scier, je discerne une sorte de créature hideuse rampant hors de sous mon lit. À peine ai-je le temps de distinguer sa bouche et ses yeux cousus, sa peau laiteuse et boursouflée, marbrée de veines noires et aux ongles jaunes et longs, que mes yeux se ferment et se rouvrent. Une fraction de seconde à peine s'est écoulée, mais